Donc, je vais vous parler de planètes, de naines brunes et de planètes errantes, des choses qui mélangent un peu les naines brunes et les exoplanètes. Donc, avant de commencer à parler de tout ça, je vais retourner à quelques définitions de base sur ce qu'est une planète. Donc, l'un des premiers critères, c'est qu'elle doit orbiter une étoile. Même dans la définition officielle, c'est le Soleil. Ça doit être un objet sphérique, ce qui veut dire qu'il a une masse minimale qui permet qu'il y ait suffisamment de chaleur à cause des éléments radioactifs qu'il contient par fission pour que ça fonde et que la gravité ensuite donne une forme sphérique à cet objet. Donc c'est un critère de masse minimum en fait, la forme sphérique. Il faut que ce soit le seul objet, l'objet dominant en gros sur l'orbite qu'il a autour de son étoile. C'est ça notamment qui exclut Pluton, je ne sais pas si vous avez suivi, qui était la 9e planète du système solaire jusqu'à il y a quelques années, parce qu'il y a, Pluton est un objet rond qui orbite autour du Soleil, mais il y a plein d'autres objets de la même masse que Pluton ou de masse plus faible, voire même de masse plus élevée que celle de Pluton, sur la même orbite ou sur des orbites similaires, ce qui fait que ce n'est pas une planète stricto sensus. Et enfin, il y a une limite supérieure à la masse d'une planète qui correspond à la limite de 13 masses de Jupiter, qui est choisie plus ou moins arbitrairement, et ça correspond à peu près à la masse à partir de laquelle un Jupiter, si vous le faites grossir 13 fois, qu'il obtient 3 fois la masse de Jupiter, en son cœur, les conditions de température et de pression seront suffisantes pour déclencher la fusion du deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène, donc assez rare, et qui peut fournir une certaine forme d'énergie à un objet de plus de 13 masses de Jupiter et qui n'en fournit pas en deçà. Cela dit, l'apport d'énergie de la fusion du deutérium est assez négligeable, au final. Donc une planète, c'est un objet sphérique qui orbite une étoile, qui a nettoyé son orbite et qui n'a donc pas de source de chaleur significative. L'essentiel de son énergie lui vient de sa formation, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la chute libre des parties de cette planète qui sont agglomérées depuis des grandes distances jusqu'à atteindre la planète. C'est l'énergie de chute libre de formation. Et ces objets, quand ils se forment, ils sont très chauds. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, vu qu'ils n'ont pas de source d'énergie significative, ils se refroidissent. Et donc, une planète de type Jupiter, par exemple, à sa naissance, ou quelques millions d'années après sa naissance, ça a une température d'environ 2000 degrés, et ça refroidit jusqu'à moins 100 degrés, comme on a maintenant à Jupiter, au bout de 5 milliards d'années. Et les planètes se forment autour d'étoiles dans des disques circumstellaires. Donc voilà pour les planètes. Qu'est-ce qu'une naine brune? Alors, là encore, c'est défini par des critères de masse, c'est-à-dire moins massif que 75 masses de Jupiter, à peu près, hein, ce qui correspond à la fusion de l'hydrogène. Donc pas le deutérium, l'isotope de l'hydrogène, mais l'hydrogène lui-même. Donc une étoile qui fait plus de 75 masses de Jupiter, elle peut faire de la fusion d'hydrogène stable au cours de sa vie, et elle va avoir une source d'énergie importante qui va contrebalancer l'effondrement gravitationnel de l'étoile. Donc une étoile va être en équilibre entre la fusion nucléaire qui fournit de la chaleur et de la pression et qui la tend à la faire se dilater, et la force gravitationnelle qui tend à la faire se contracter. La limite inférieure de ce qu'est une naine brune a été fixée arbitrairement à plus que 13 masses de Jupiter pour faire la jonction avec les planètes. Mais en pratique, il n'y a aucune raison pour qu'un objet donc, qui se forme comme une étoile, donc une naine brune, ne puisse pas avoir une masse inférieure à 13 masses de Jupiter. Et on a même des preuves observationnelles qu'il y a des objets qui se forment comme des étoiles, enfin des indices forts au niveau observationnel, c'est un peu moins fort que des preuves pour l'instant, ont des masses de 5, 6, 10 masses de Jupiter, donc en dessous de la limite de cette définition officielle. Une naine brune peut
orbiter autour d'une étoile. En ce cas, c'est quelque chose qui est assez proche d'une étoile binaire. Simplement, le composant de plus faible masse de ce système stellaire est dans le domaine de masse des naines brunes. Ou bien être seul. La plupart des naines brunes qu'on connaît sont des objets isolés dans le champ. Et tout comme les planètes, les naines brunes n'ont pas de source d'énergie interne significative. La fusion du deutérium ne fournit pas de source d'énergie stable. Donc, elles aussi, c'est leur énergie de contraction gravitationnelle lors de leur naissance qui est dominante. Et donc, une naine brune commence à peu près à la même température qu'une planète, autour de 2000 degrés Celsius, et va se refroidir. Donc, vu qu'elle est un peu plus massive, elle a un peu plus de réserve, donc elle se refroidit un peu moins vite. Mais c'est exactement le même principe. Et donc, elle se forme comme des étoiles par effondrement d'un nuage moléculaire interstellaire. Donc, à quoi elle ressemble ? Ici, on a le Soleil. Ici, une étoile naine M, donc les plus petites étoiles qui font de la fusion de l'hydrogène. C'est des vues d'artistes, hein, attention. Elles sont validées scientifiquement, on pense que ça doit ressembler à ça, mais on n'a jamais obtenu de photos comme ça, sauf du Soleil. On n'a jamais obtenu de photos résolues comme ça de naine M, ni ici ces deux types de naines brunes, celle-là plus chaude, celle-là plus froide. Et là, ça, c'est une photo de Jupiter, une planète géante de notre système solaire. Donc ces dessins sont à l'échelle. On voit déjà que Jupiter a à peu près la même taille que les plus petites des étoiles. Par contre, elle n'a pas la même masse. Elle est 80 fois moins massive, 75 fois moins massive que les plus petites des étoiles. Ce qui veut dire que tous ces objets-là, vu qu'ils ont le même rayon que Jupiter et qui sont beaucoup plus massifs, sont des objets qui sont beaucoup plus denses. C'est une des différences majeures qu'on a entre les naines brunes et les planètes. Donc, une autre vue de ça, quand je vous disais que les naines brunes et les planètes se refroidissent au cours du temps, bon, le Soleil il est stable à un peu moins de 6000 degrés Kelvin. Les étoiles les plus froides sont stables pendant des milliards d'années grâce à leur production de fusion nucléaire à environ 3500 degrés. Et les naines brunes jeunes, comme les planètes jeunes, commencent autour de 2000 degrés et se refroidissent jusqu'à, a priori, si on attendait un temps infini, elles devraient se refroidir jusqu'à la température du rayonnement de fond cosmologique, donc à 3 Kelvin, ou un peu moins dans le futur. Oups. Bon, j'ai une image qui n'apparaît pas. Donc, ce sont des objets très similaires. D'ailleurs, si on regarde ici, on voit que la représentation vue d'artiste fait apparaître des formations genre de nuages comme celles qu'on peut voir sur Jupiter. Il y a des observations de naines brunes où on regarde en permanence avec un télescope une naine brune et on regarde son flux. Et on voit qu'il y a des variations de luminosité qui sont causées par le passage de nuages, de formations nuageuses, probablement similaires à la grande tache rouge de Jupiter, donc des formations asymétriques, qui provoquent une petite variation de la lumière de la naine brune lorsqu'elle tourne. Donc c'est vraiment des objets très similaires en apparence. Donc comment on peut les distinguer? Elles ont le même rayon, elles ont des nuages, elles peuvent avoir le même domaine de température, vu qu'une jeune planète va avoir la même température qu'une naine brune plus âgée, vu qu'il y a ce qu'on appelle une dégénérescence entre l'âge, la masse et la luminosité. Pour une luminosité donnée, on peut avoir soit un objet très massif et vieux, soit un objet moins massif, mais plus jeune, donc qui est encore plus chaud. La seule différence qu'il y a, c'est que les naines brunes sont plus massives, donc ont une gravité plus élevée, et on verra que ça a un effet sur le spectre, la lumière qu'on obtient de ces étoiles. Les deux ont des bandes nuageuses qui peuvent permettre de déterminer leur période de rotation. Et les planètes, vu qu'elles se forment dans un disque autour d'une étoile où il y a un enrichissement en éléments lourds, c'est-à-dire ce qui n'est pas du gaz, pas de l'hydrogène et pas de l'hélium, certains modèles de formation planétaire prévoient qu'on pourrait observer dans leur atmosphère un enrichissement en éléments lourds. Et c'est probablement vrai, vu que les sondes Voyager ont montré que sur Jupiter, on avait un léger enrichissement en éléments lourds de Jupiter par rapport au Soleil. Donc ça pourrait être un moyen de distinguer planètes et naines brunes.
Donc leur spectre, alors je vous détaille un peu les graphes que j'ai là. En noir ici vous avez une étoile, une naine M, donc les plus froides des étoiles. Ici vous avez une naine brune, et ici vous avez une naine brune aussi comparée à Jupiter. On voit que le spectre de l'étoile il est beaucoup plus continu que celui des naines brunes et de Jupiter. Et la raison pour cela, c'est que les naines brunes et les planètes ont des températures qui sont suffisamment basses pour qu'il y ait des molécules qui se forment dans leur atmosphère. Et donc le spectre des naines brunes, comme de Jupiter, est dominé dans l'infrarouge proche, là on est entre 1 et 2,5 micromètres, par de très fortes bandes d'absorption moléculaire, principalement de la vapeur d'eau, qui est un des éléments les plus communs dans l'univers, du méthane et du monoxyde de carbone, qu'on observe sur toutes les naines brunes un peu froides et sur toutes les planètes, donc de la vapeur d'eau, du monoxyde de carbone, et pour les plus froides, du méthane. Donc qu'est-ce qui différencie les planètes et les naines brunes? La définition officielle, c'est sur la masse, donc 13 masses de Jupiter, qui est une définition qui est relativement pratique, parce qu'on peut penser arriver à estimer la masse de ces objets, même si ce n'est pas tout le temps très facile. Mais le souci, c'est que ça n'a pas beaucoup de sens physique. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a aucune raison pour que les mécanismes de formation stellaire, dans les nuages de gaz, ne créent pas des objets de moins de 13 masses de Jupiter. Donc une planète qui se formerait toute seule, c'est assez opposé à ce qu'on peut attendre d'une planète qui est un objet qui tourne autour d'une étoile. Et à l'opposé, il n'y a aucune raison pour que les mécanismes de formation planétaire, notamment autour des étoiles les plus massives, ne forment pas des objets de plus de 13 masses de Jupiter. Il y a notamment une planète qui a été trouvée par le satellite CoRoT, qui est probablement formée comme une planète et qui fait 20 masses de Jupiter. Donc il y a peut-être une sorte de super Jupiter avec de la fusion du deutérium en son cœur. Donc cette définition elle est assez pratique, mais elle n'a pas beaucoup de sens. L'autre définition que j'ai tendance à préférer, c'est celle qui base sur la formation. Un objet qui se forme comme une planète est une planète, un objet qui se forme comme une étoile est une étoile si jamais il fait de la fusion stable, et une naine brune si jamais il ne fait pas de fusion stable. Donc là, ce serait que les planètes se forment dans des disques circumstellaires et que les naines brunes dans des nuages moléculaires. Alors ça fait beaucoup de sens, parce que c'est la nature réelle de l'objet, mais c'est très dur, quand on observe un objet 1 milliard d'années après sa formation, de savoir comment il s'est formé. C'est particulièrement difficile dans le cas des planètes flottantes, vu que là, on n'a même pas l'information sur une étoile haute. On voit l'objet isolé. Alors, la raison pour laquelle on étudie des naines brunes, donc des toutes petites étoiles, et des grosses planètes, qui sont des objets assez similaires, mais avec des mécaniques de formation très distinctes, l'objectif final, bien sûr, en étudiant l'atmosphère de ces objets, c'est d'arriver à comprendre les modèles d'atmosphère d'exoplanètes, de comprendre quand on voit un tel spectre, quelles sont les molécules qu'il contient, quelle est la température à la surface de cet objet, de comprendre les atmosphères comme Jupiter, et bien sûr de descendre en masse, pour, dans le futur, quand on aura les moyens instrumentaux possibles, de mieux comprendre les atmosphères des exoplanètes moins massives qu'on va pouvoir détecter, peut-être des exoplanètes de type terrestre, et connaître leur contenu moléculaire, ainsi que la température de leur surface et leur gravité de surface. Ce qu'on est capable de faire, à peu près, avec les naines brunes, et ce qu'on est en train d'essayer de faire avec les exoplanètes qu'on image directement. Donc, nos observations contraignent notre compréhension des atmosphères d'étoiles et de naines brunes, les mécanismes de formation stellaire et planétaire, selon le type d'objet qu'on voit le plus fréquemment, des planètes très massives, des planètes moins massives, des naines brunes plus massives, des naines brunes moins massives, les modèles de théoriciens utilisent ces contraintes pour dire tel modèle fonctionne, tel modèle ne fonctionne pas, et permettre de mieux comprendre la physique qui est en jeu. De même, il y a beaucoup de physique
dans le refroidissement et la contraction des naines brunes et des exoplanètes, qu'on appelle les modèles d'évolution. Comment un objet d'une masse donnée va vieillir dans le temps. Si bien sûr on a un objet, qu'on est capable de lui donner un âge, qu'on mesure sa lumière, qu'on voit son spectre, sa température, ça donne des très bonnes contraintes sur les modèles physiques qui étudient l'évolution de ces objets. Donc la problématique générale à laquelle on s'attaque, c'est comment les planètes et les naines brunes se forment, comment elles évoluent au cours du temps, et quelles sont leurs atmosphères au cours de cette évolution temporelle. Alors, là, je vais vous parler d'un relevé, il y en a plusieurs, et celui-là, ce n'est plus le plus récent, ce n'est pas le plus récent, mais c'est grâce à celui-là que j'ai trouvé l'an dernier avec mon équipe de Grenoble et du Canada. C'est une collaboration franco-canadienne. Le nom du relevé, c'est Canada-France Brown Dwarf Survey. On a trouvé une planète flottante dont vous avez peut-être entendu parler. Ça a eu un peu de retentissement dans la presse. Donc, vu qu'on cherche des naines brunes, avec ce relevé-là, on cherchait des naines brunes. On les cherche par leur lumière propre, c'est-à-dire la lumière qu'elles émettent à cause de leur chaleur interne. Un objet à 1000 Kelvin va briller à peu près comme une plaque de cuisson chauffée à rouge. Donc c'est beaucoup moins lumineux que le Soleil. C'est pour ça qu'on ne peut pas les chercher très loin. Mais ça émet quand même de la lumière. Vu que nous, on cherchait des naines brunes, on ne les a pas cherchées spécifiquement autour d'étoiles particulières comme on fait lorsqu'on recherche des planètes. Mais on a ciblé une grande zone du ciel qu'on a observée avec le télescope Canada-France-Hawaï. Et on a obtenu des observations profondes et systématiques de toute cette surface en ciblant les longueurs d'onde les plus rouges, celles dans lesquelles des objets rouges, comme la plaque de cuisson en quelque sorte, émettent le plus de lumière. Si on les avait cherchés dans des longueurs d'onde bleues, on n'aurait rien vu du tout parce qu'il n'y a aucune lumière chaude bleue qui est émise à ces longueurs d'onde-là. Donc on avait plus de 30 millions de sources astrophysiques, des étoiles, des quasars, des galaxies. Et le principe des naines brunes, donc on a cherché des objets rouges, donc ici c'est un diagramme couleur-couleur. C'est des longueurs d'onde où celle-ci est la plus rouge, donc si on a une couleur positive, ça veut dire que l'objet est rouge. Pareil ici, entre 0,9 et 1,2 microns, et ici entre 0,8 et 0,9 microns. Donc la détection, elle se faisait sur ces deux images-là. On sélectionnait tous les objets qui arrivaient à droite, ici, tous les plus rouges. Ça nous donnait toute une série d'artefacts et de cochonneries diverses, mais par contre, ça nous donnait aussi au niveau astrophysique des naines brunes froides et, assez paradoxalement, exactement à la même couleur, on trouve des quasars à très haut redshift qui ont 13 milliards d'années, qui sont à 13 milliards d'années-lumière de nous, qui ont exactement la même couleur que les naines brunes froides. Donc on a collaboré avec des spécialistes des quasars, eux ont étudié les quasars qu'on a trouvés, et nous, on a étudié les naines brunes qu'on recherchait. Pour les différencier, on a juste obtenu une autre série d'observations, puisque dans une autre couleur, celle-là Z-J, les quasars sont beaucoup plus bleus que les naines brunes qui sont très rouges. Une fois qu'on a trouvé ces objets dans le ciel, on a essayé d'étudier leur atmosphère. Donc on a trouvé plus de 300 naines brunes. Il y en a à peu près actuellement un peu plus d'1 millier qui sont connus. Ça augmente très vite, parce qu'il y a un satellite américain, WISE, qui a été lancé il y a 3 ans, qui est très performant pour les trouver. Et on a obtenu des spectres de ces objets. Donc, je ne sais pas si vous voyez un spectre, ce que c'est on décompose la lumière de l'étoile et les éléments chimiques présents dans l'atmosphère de l'étoile laissent des traces de ce spectre. Et les traces de ce spectre, dans ce spectre, dépendent aussi des conditions physiques dans l'atmosphère, dans la photosphère de l'objet étudié. C'est-à-dire si la température est élevée, si la température est basse, si la gravité est élevée, si la gravité est basse, ça modifie le spectre. Donc on a obtenu 50 spectres des objets les plus froids qu'on a trouvés. Et donc ça nous a permis, là je vous ai déjà montré là, de trouver des objets extrêmement froids.
de contraindre les modèles d'atmosphère dans un domaine de température où on connaît actuellement aucune exoplanète. On est descendu, l'un des plus froids qu'on a, c'est celui-là, qui a 300, c'est une naine brune. Ah, par contre, je n'ai pas l'image non plus, c'est embêtant ça. Bon, c'est dommage. C'est une naine brune double en plus, dont le petit compagnon, mais si je n'ai pas mes images, ça va être embêtant, dont le compagnon secondaire a une température qui est d'environ 370 Kelvin, c'est-à-dire à la limite du domaine de l'eau liquide. Par contre, ce n'est pas du tout... c'est comme un Jupiter à la température un peu plus chaud que l'atmosphère terrestre, en quelque sorte. Il n'y a pas de surface sur cet objet, qui pourrait être de masse planétaire selon son âge. Je vous ai dit qu'il y avait une dégénérescence entre la masse, l'âge et la luminosité. Donc si le système en question est jeune, le compagnon serait de masse planétaire. Ce serait une sorte d'étoile binaire avec une naine brune et une naine brune de masse planétaire, dont l'atmosphère de la plus petite composante est quasiment dans le domaine de l'eau liquide. Oh là là, mais je vais essayer de rechoper ça. Mais... Donc voilà la naine brune double dont je vous parlais, qu'on a trouvé dans ce relevé. Là, on a imagé en optique adaptative, avec le petit compagnon qui est à 370 Kelvin. Alors, vous ne vous trompez pas, le diamètre qu'on voit là, ça ne correspond pas au diamètre réel des objets, c'est juste l'intensité de lumière qui fait qu'il y a une tache grosse et une tache petite. Par contre, comme je vous l'ai dit, les naines brunes, comme les planètes, ont à peu près toutes un rayon de Jupiter à plus ou moins 10%. Mais là, c'est juste que quand on a une source de lumière très importante sur un détecteur, eh bien, ça va couvrir plus de pixels, donc donner une apparence de quelque chose de plus étendu. Mais on ne résout pas le diamètre de ces objets. Alors, oui, d'ailleurs, c'est bien que j'ai les images, parce que ça me rappelle ça. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que ce système-là, donc c'est un système âgé, mais cette image-là, c'est une image de la première exoplanète dont on a eu une image directe, le petit objet-là, qui a été trouvé par Gaël Chauvin de Grenoble. Et c'est assez amusant, c'est un objet qui a environ 5 masses de Jupiter, mais qui orbite une naine brune de 25 masses de Jupiter. Alors ça, c'est très très jeune. C'est pour ça qu'on a pu en fait l'imager, parce que vu que c'est jeune, ni la naine brune ni la planète ne se sont beaucoup refroidis, donc il y a encore pas mal de flux. Et en fait, ce système-là ressemble beaucoup à celui-là. En pratique, c'est aussi un couple de deux naines brunes avec un contraste de masse, mais celui-là plus vieux que celui-ci. Et donc, parmi les candidats, on a aussi identifié ces formidables pixels qui, au premier coup d'œil, désignent une planète flottante, vous vous en doutez. Donc, à l'origine, bon, bien sûr, quand on a vu ça, c'était une des 30 millions de sources de notre relevé, que le programme d'analyse qu'on a écrit nous a permis d'identifier comme une source très rouge. On l'a observé avec des télescopes au Chili pour confirmer, savoir si c'était un quasar, une naine brune ou un artefact, entre guillemets une cochonnerie qui a un problème de détecteur et qu'on notamment des mauvais pixels, des rayons cosmiques sur le détecteur, ou même des astéroïdes qui passent et qu'on ne voit plus après. Donc il y a plein de sources de contamination. On a vu que ce n'était pas un contaminant, mais qu'en plus, la photométrie, c'est-à-dire le flux lumineux dans différents fils de couleurs, était très atypique. Il était notamment très rouge dans ce qu'on appelle la bande K, qui est autour de 2 microns. Et je vous montrerai plus tard que cette bande K, elle est reliée à la gravité de l'objet. Donc bon, on avait juste cet indice qu'il y a beaucoup de flux à un endroit où beaucoup de flux veut dire que c'est une faible gravité. C'est un objet très froid. Un objet très froid, c'est un indice de faible masse, et un objet très froid de faible gravité, c'est un autre indice de faible masse. Donc on se disait c'est une naine brune probablement de très faible masse. Et on obtenait un spectre sur toute la
la gamme de longueur d'onde infrarouge. Et on a confirmé cette analyse, je vous montrerai pourquoi. Et pendant qu'on obtenait un spectre, on a aussi fait une analyse de mouvement propre. Ça, c'est mes collègues du Québec qui s'en sont chargés. Toutes les étoiles se déplacent très très lentement sur le ciel au cours des siècles, des millénaires. Alors, à l'échelle d'une vie humaine, on ne peut pas du tout voir ça, mais par contre, à l'œil, par contre, si jamais on zoome avec des télescopes, qu'on grossit beaucoup, et qu'on a des mesures très précises, on peut voir que les objets les plus proches de nous, qui se déplacent dans l'espace à des dizaines de kilomètres par seconde, alors dizaines de kilomètres par seconde, ça peut paraître énorme, mais quand vous êtes à des dizaines de milliers de milliards de kilomètres, ça se voit très peu, ça fait un déplacement apparent très faible. Mais pour les objets les plus proches, on peut le voir. Donc on a mesuré le mouvement propre de cet objet, et on l'a comparé à un courant d'étoiles jeunes. Et ça nous a dit que cet objet était probablement un membre d'un courant d'étoiles jeunes, ce qui nous permet de fixer l'âge. Comme je vous ai dit, il y a toujours cette dégénérescence âge, masse, luminosité, qui fait qu'on a du mal à dire des choses de sûr sur les naines brunes. Et là, en l'occurrence, en fixant l'âge, on a pu dire un truc de sûr, c'est que ce n'était pas une naine brune, mais bien une exoplanète. Enfin, une planète errante. Donc je vais détailler un peu l'analyse de cet objet. Donc, une des premières choses qu'on fait quand on obtient un spectre d'un objet, c'est qu'on le compare au modèle d'atmosphère dont je vous parlais. Donc, en noir, vous avez l'objet observé, et en rouge, les modèles. Ça, c'est le modèle qui colle le mieux à notre observation. Alors, vous voyez que l'accord n'est pas parfait, hein, et le problème principalement, c'est que les modèles sont encore imparfaits, il y a beaucoup de progrès à faire. Et ça, c'est un objet de 650 Kelvin, donc à peu près 400 degrés Celsius. C'est la température de Vénus à peu près, son atmosphère, et une gravité très faible pour une naine brune. Et avec cette température, cette gravité et l'âge qu'on lui a trouvé, ça correspond à un objet de 4 à 7 masses de Jupiter, donc qui est bien dans le domaine planétaire. Alors, quand on compare cet objet qui n'avait pas l'air d'être une naine brune classique à une naine brune classique, on voit que les bandes d'absorption dues à la vapeur d'eau, au méthane, à l'ammoniac, sont très similaires. C'est-à-dire, la naine brune classique, c'est en rouge, notre objet, c'est en noir. On voit que la lumière émise est très similaire. Le seul endroit où il y a une différence notable, c'est ici. Et cette zone-là, très large, c'est l'endroit où on a un mécanisme d'absorption qui est donc l'absorption induite par les collisions causées par la molécule d'hydrogène. Donc la molécule d'hydrogène est très abondante dans l'univers, c'est la plus abondante. Et elle a la particularité, vu que c'est H2, donc 2 atomes d'hydrogène, d'être parfaitement symétrique, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de moment dipolaire magnétique, cette molécule, en temps normal. Mais quand vous la mettez dans une atmosphère assez dense, avec pas mal de chocs, les molécules se frappent les unes aux autres et le nuage atomique est déformé. Et cette déformation du nuage atomique induit un moment dipolaire. Vu que cette déformation dépend des chocs, l'énergie qui correspond à ce moment dipolaire n'est pas fixe. C'est toute une gamme d'énergie qui correspond à des déformations plus ou moins intenses. Et ces gammes d'énergie, c'est entre 1,6 et 2,5 microns. C'est dans cette zone-là où on a l'absorption induite par les collisions de la molécule H2. Alors ça, c'est bien gentil, mais ce qui est intéressant au niveau physique, c'est que l'intensité de cette absorption, elle dépend de la fraction des molécules qui sont déformées. La fraction des molécules qui sont déformées, elle dépend de la densité de la pression. La pression, elle dépend de la gravité à l'endroit où se trouvent les molécules qu'on observe, donc dans la photosphère, et la gravité dans la photosphère, elle dépend de la masse de l'objet. Donc ça, c'est notre manette, en gros, sur la mesure de masse d'une naine brune ou d'une exoplanète, d'ailleurs. Ça marche dans tous les cas tant que la gamme de température est similaire, c'est-à-dire quelques centaines de degrés.
Et on voit que notre objet a beaucoup moins d'absorption par la collision-induced absorption qu'une naine brune classique, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de collisions, et donc une gravité beaucoup plus faible, et donc une masse beaucoup plus faible. Donc, différents moyens encore de quantifier cette force d'absorption, c'est de définir des indices spectraux. Alors, le principe, c'est que vous prenez, c'est comme une couleur, c'est un rapport de flux à deux longueurs d'onde différentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une couleur, hein. Si vous avez plus de flux dans le rouge, votre objet est rouge. Si vous avez plus de flux dans le bleu, votre objet est bleu. Donc une couleur, c'est un rapport de flux à deux longueurs d'onde différentes. Mais là, plutôt que de choisir des longueurs d'onde rouge et bleu, on va choisir des longueurs d'onde particulières. Une où l'effet de l'absorption est maximal, donc où on a une très bonne mesure de la gravité, ou un changement de gravité, donc là c'est la gravité, forte et moyenne, où un changement de gravité a le plus d'impact, et une autre gamme où le changement de gravité a presque peu d'impact, et en général où on a beaucoup de flux pour avoir un bon signal sur bruit dans notre mesure. Et on peut mesurer la force de cet indice, qui est le rapport entre le flux ici et là. Vous voyez que pour l'objet à faible gravité, cet indice sera plus élevé que pour l'objet à forte gravité. Ça nous permet d'avoir une mesure quantitative de cet effet de collision-induced absorption. Et ça fait partie des choses qui nous permettent de déterminer cette masse de 4 à 7 masses de Jupiter. Donc, la gravité, c'est un des faits. L'autre qu'on peut déterminer à partir du spectre d'une naine brune ou d'une exoplanète, ou dans ce cas-là d'une planète flottante, c'est la température. Donc, en rouge, vous avez un modèle à 900 Kelvin. Et on va regarder donc il y a aussi des indices qui permettent de mesurer ça, mais c'est plus visuel avec un spectre. Des bandes d'absorption moléculaire qui changent de force en fonction de la température. Et une qui est particulièrement intéressante, c'est ici, l'absorption par le méthane. Plus votre objet est froid, plus l'absorption par le méthane est forte. Ici, vous voyez que le modèle n'a pas assez d'absorption du méthane, ce qui veut dire que notre objet est probablement plus froid que 900 Kelvin. Ce modèle est trop chaud. Maintenant, on prend un modèle à 600 Kelvin, et là, c'est le contraire. Notre modèle est en dessous des observations. Donc ça, c'est trop froid, ce modèle. C'est ça qui nous a permis de converger vers une température de 650 Kelvin. De même, avec la gravité, ici, avec un log G de 4, ce qui est déjà une gravité faible. Même avec cette gravité-là, ce serait probablement une planète flottante. Vous voyez que, bon, comme je vous l'ai dit, c'est en bande K où il y a le plus d'impact. Il y a beaucoup trop d'absorption, de collision-induced absorption ici. Donc, ce modèle-là est trop lourd. À l'opposé, si vous prenez, là, ça correspondrait à 1 à 2 masses de Jupiter. Ce modèle-là est beaucoup trop léger, parce que là, il n'y a presque plus d'absorption de collision-induced absorption. Ce qui nous a permis de converger vers ce modèle-là comme celui qui collait le mieux à nos données. Donc ça, c'est l'hypothèse de planète flottante. Et ça, c'est l'hypothèse de naine brune du champ. Et vous voyez que l'hypothèse planète flottante correspond beaucoup mieux à l'analyse naine brune du champ. Alors ce qui est intéressant, c'est que toute cette analyse que je vous ai détaillée est complètement indépendante de l'analyse de mouvement propre et d'appartenance à une association jeune, dont je vais vous parler maintenant, qui, elle aussi, conclut vers un objet de masse planétaire et jeune. Donc, cette analyse de mouvement propre, comme je vous ai dit, on mesure le mouvement de l'objet d'année en année par rapport aux étoiles du fond. Et on a comparé le mouvement de cet objet ici au mouvement de différentes associations d'étoiles et aussi au mouvement des étoiles du champ d'âge quelques milliards d'années. Et on a regardé statistiquement, avec une analyse bayésienne, quelle était la probabilité que cet objet appartienne à différentes associations. Et l'analyse bayésienne, qui tient en compte le fait qu'il y a beaucoup plus d'étoiles du champ
d'étoiles vieilles, en gros, que d'étoiles d'association jeunes. C'est-à-dire que vous avez plus de chances de tomber sur une étoile du champ, vieille, avec un mouvement atypique qui collerait avec ça, que, vu qu'il y a beaucoup plus d'étoiles, comme si vous tiriez plus de dés, quoi. Si vous jetez 10 000 dés, vous avez plus de chances, ou si vous jouez au loto, vous avez plus de chances de gagner au loto en jouant 10 000 fois qu'en jouant 100 fois. En l'occurrence, dans la gamme de paramètres qu'on avait, on avait beaucoup, beaucoup plus d'étoiles vieilles, du champ, comme on appelle, que d'étoiles de cette association-là. Donc en tenant en compte cette dissymétrie, malgré ça, notre objet est sorti avec 87% de chances d'appartenir à l'association AB Doradus. Donc là, les points noirs, ce sont les mouvements propres des étoiles de cette association. Et comme toutes les associations, sont des objets qui, dans le ciel, donc là, c'est quasiment tout le ciel, hein, c'est une association, la Terre, c'est un courant d'étoiles qui va de part et d'autre de la Terre. Ce sont des étoiles qui sont séparées de plusieurs dizaines d'années-lumière, mais qui se dirigent tous dans la même direction. Donc vous voyez ici l'apex, semblent toutes se diriger vers là. Elles semblent toutes provenir dans le ciel d'un anti-apex qui doit être quelque part par là. Et vous voyez que cet objet-là, eh ben, il suit en quelque sorte le courant. Et l'explication de ce courant d'étoiles, c'est que toutes ces étoiles se sont formées en même temps. Il y a, pour cette association-là, entre 50 et 120 millions d'années, dans un amas d'étoiles, comme toutes les étoiles, et qu'il y a une perturbation gravitationnelle probablement causée, la plus commune, c'est un nuage de gaz très très massif, qui a arraché gravitationnellement une partie des étoiles. Donc c'est un peu comme si vous aviez un tas de sable, l'amas d'étoiles, et qu'il y avait une perturbation, genre un coup de pied dans le tas de sable, qui envoie certaines des étoiles de cet amas, toutes dans la même direction, en suivant des trajectoires parallèles et en venant du même endroit. Et c'est pour ça que ça nous a permis de dire que cet objet avait très probablement le même âge que tous les autres. Alors, la probabilité, elle est actuellement que de 87%. On est en train d'affiner notre mesure de mouvement propre pour voir si, avec une meilleure mesure, la probabilité augmente ou descend. Mais en tout état de cause, les autres hypothèses qui avaient quelques pourcentages de probabilité, c'était encore des hypothèses d'association jeune ou bien d'appartenance à la partie la plus jeune des étoiles du champ. En tout, il y a plus de 95% de chances que cet objet ait moins de 150 millions d'années, ce qui colle parfaitement avec notre analyse spectrale, et avec la conclusion que c'est une planète flottante de 4 à 7 masses de Jupiter. Bon, je vais peut-être accélérer un peu, parce que j'ai plus beaucoup de temps pour les questions. Donc, les questions que ça pose, à savoir si c'est une planète ou une étoile. La masse est clairement dans la masse planétaire, mais par contre, ça ne suit pas la définition de planète comme quoi ça doit orbiter une étoile. Et la grande question qui est ouverte, c'est est-ce que cet objet s'est formé comme une étoile? Auquel cas, c'est la preuve que ce que les modèles disent, que dans les cas extrêmes, on peut former des objets de 5 masses de Jupiter, que les modèles ont raison. Et pour l'instant, on n'a pas eu de preuve définitive qu'il y avait des objets de 5 masses de Jupiter qui se formaient comme des étoiles. Donc si c'est formé comme une étoile, c'est ça que ça apporte. Si c'est formé comme une planète, et on a déjà trouvé par vitesse radiale ou par transit ou par imagerie directe d'ailleurs des étoiles de 4 à 7 masses de Jupiter, donc on sait que des planètes de 4 à 7 masses de Jupiter, donc on sait que les planètes de cette masse-là se forment. Mais là, ça voudrait dire que cette planète a été éjectée de son étoile hôte pour être lancée dans l'espace interstellaire. Donc il y a eu d'autres détections de planètes flottantes. Il y a quelques années, autour des années 2000, ou dans l'amas d'Orion, qui est très jeune, c'est juste 1 million d'années. Là, cet objet-là, il a probablement autour de 100 millions d'années. Donc c'est 100 fois plus jeune que celui-ci. Vu que dans Orion, vu qu'Orion est beaucoup plus jeune, pour une masse donnée, les objets sont beaucoup plus lumineux vu qu'ils n'ont pas eu le temps de se refroidir. Il y a plusieurs candidats planètes flottantes qui ont été identifiés, qui n'ont jamais été confirmés à coup sûr, parce qu'on ne savait pas s'ils appartenaient vraiment à Orion et qu'ils avaient 1 million d'années,
ou si jamais c'était des naines brunes qui se trouvaient par hasard être dans la direction d'Orion, ce qui est aussi assez possible. Un autre indice de planète flottante, c'est par l'antigravitationnel, où ils ont recherché des modifications de la lumière des étoiles causées par le passage d'un objet entre une étoile de background, d'arrière-plan et le télescope qui observe, causées par le passage d'une planète, et sur lequel on ne verrait pas l'impact, l'effet d'une étoile haute. Ce qui veut dire qu'on voit la planète, on ne voit pas d'étoile, ce qui en ferait probablement des planètes flottantes. Alors cette étude qui date de 2011 a trouvé 10 objets où on voit une planète, on ne voit pas l'étoile. Donc ces 10 objets, soit ce sont des planètes flottantes, soit l'autre possibilité, c'est que ce sont des planètes qui sont autour d'une étoile haute, mais qui sont suffisamment loin pour qu'on ne voit pas l'effet sur la lentille gravitationnelle de l'étoile haute, donc des planètes distantes. En l'occurrence, Saturne serait assez loin pour qu'on ne voit pas le Soleil, sauf si la configuration de la lentille gravitationnelle est très favorable. Donc, ce n'est pas clair à savoir si ces détections sont causées vraiment par des planètes flottantes ou par des Saturnes ou des Jupiters distants de leur étoile. Et donc, à partir de ces 10 détections, les auteurs ont conclu qu'il y avait à peu près 2 planètes flottantes par étoile dans la galaxie. 2 Jupiter ou Saturne flottants par étoile dans la galaxie. Ce qui voudrait dire qu'il y ait des centaines de milliards de planètes flottantes. Donc pour l'instant, ce n'est pas un résultat très sûr, mais le fait qu'on ait identifié de manière indépendante un objet qui est probablement une planète flottante, ça a tendance à aller dans ce sens-là, qu'il y a une population importante de planètes géantes qui errent dans la galaxie. Et ce qui est d'autant plus intriguant, c'est que si jamais ces planètes ont été éjectées d'étoiles hautes, il y a une loi dans les interactions gravitationnelles qui fait que plus un objet est massif, plus il est dur à éjecter. Donc si jamais vous avez des dizaines ou des centaines de milliards de Jupiters éjectés dans l'espace, il y a de bonnes raisons de penser qu'il y a encore plus de Terre et autres Saturne et autres Uranus éjectés dans l'espace, vu qu'ils sont beaucoup plus faciles à éjecter et qu'ensuite ils sont très probablement beaucoup plus nombreux. Statistiquement, actuellement, les relevés de recherche d'exoplanètes montrent qu'il y a beaucoup plus d'Uranus et de Terre et de super-Terre que de Jupiter. Donc il pourrait y avoir beaucoup de planètes flottantes dans l'univers. Bon, et puis après, je voulais parler d'un autre objet qu'on a découvert, mais c'est plus jeune que la planète flottante. C'est une planète ou une naine brune de 12 à 14 masses de Jupiter, donc pile au milieu de la limite, qui orbite un système d'étoiles doubles de très faible masse. Donc c'est un système qui est très peu lié l'un à l'autre, vu que les étoiles sont de faible masse et que la séparation est d'une centaine d'unités astronomiques. Donc c'est possible que ce système, plus tard, forme une planète flottante, si jamais il y a une petite perturbation gravitationnelle qui éjecte cet objet de 13 masses de Jupiter dans l'espace interstellaire. Voilà, merci.